Alain Michel, bonjour, Moadim les Simcha. Chag Sameach, Moadim le Bonne Simcha. fête de Pessah. Merci d'être venu dans notre studio ce matin pour parler d'un sujet qui n'est pas particulièrement réjouissant, mais qui a marqué, on va dire, l'histoire du peuple juif et qui est lié d'une manière ou d'une autre à la fête de Pessah. C'est l'histoire des crimes rituels. Alors, ces crimes rituels, ces accusations portées contre le peuple juif, et vous allez nous dire depuis quand, comme par exemple l'accusation selon laquelle les Juifs prélevaient du sang d'enfants chrétiens pour mettre ce sang dans les matzot de Pessah. C'est l'accusation générale, mentionnée en évidence dans le cadre des crimes rituels. C'est une accusation qui a été portée, on va dire, dans l'histoire. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est à quand remonte la première accusation de crime rituel dans l'histoire du peuple juif? Alors, il y a une accusation de crime rituel qui se fait encore avant l'apparition du christianisme, autant on est encore vers la fin de l'époque du Second Temple, et il y a donc un gréco-romain, appelons-le comme ça, mais qui est un romain qui est de culture grecque, qui va prétendre, mais apparemment il reprend des bruits qui existaient, que les Juifs en fait gardent chaque année un grec vivant qu'ils affament dans le Saint des Saints, pour le sacrifier au moment de Pâques. Donc il y a déjà d'abord l'idée de lier cette invention pourrait dire, à la fête de Pâques, donc c'est intéressant. Et puis donc cette idée qu'il y a une cruauté juive et qu'il y a également quelque chose qui vient, à mon avis, essayer de remplir les interrogations qu'ont les non-juifs par rapport à ces choses qu'on ne comprend pas dans le judaïsme. Alors là, qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans le judaïsme? Dans le cas précis, on parle de sacrifice. Hein, oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il n'y a rien dans le temple. Comment les Juifs, ils n'ont rien dans le temple? Donc, s'ils n'ont rien dans le temple, c'est qu'ils doivent en fait profiter de cet endroit qu'est le Saint des Saints pour faire des choses pas très catholiques ou pas très hellénistiques, si on peut dire comme ça. Et puis, après, en fait, ça va prendre beaucoup de temps à réapparaître dans le monde chrétien, bien sûr l'antisémitisme s'est développé très rapidement. C'est une valeur, on va dire entre guillemets, une valeur sûre dans les peuplades, ou en tout cas dans les civilisations, tout à fait. En particulier en terre d'Israël. Mais c'est, disons que à partir de la fin du second siècle, il y a des reproches que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus, qu'ils sont un peu étranges parce qu'ils sont étrangers. Mais il faut toujours se rappeler que jusqu'au XIe siècle, en réalité, il y a une assez bonne coexistence dans le monde occidental entre d'un côté les chrétiens et de l'autre côté les juifs. Ce qui va faire basculer les choses, c'est les croisades. Parce que ça développe tout d'un coup une espèce de violence contenu qui existait en fait dans cette société et qui se retourne en partie contre les Juifs. Et à ce moment-là, comme les Juifs commencent à être de plus en plus exclus de la société, celui qui est exclu, il devient étrange parce qu'étranger, et donc on lui prête des choses qui vont s'expliquer. Maintenant, à mon avis, c'est lié aussi à un deuxième phénomène, qui est que l'idée de peuple déicide devient de plus en plus centrale ou importante dans le christianisme, beaucoup plus que dans la première partie du Moyen-Âge. Alors concrètement, c'est à partir de ce moment-là, à partir des croisades, que l'on parle à nouveau de ces crimes rituels? Voilà, alors il y a différents types de crimes rituels. Il y a des crimes rituels qui sont des crimes que les Juifs font contre les croyances chrétiennes. Par exemple, de prendre des hosties consacrées et puis de les lacérer. Et en fait, le miracle qu'on montre, c'est que quand les Juifs vont lacérer les hosties, il y a du sang qui va sortir, qui est le sang du Christ. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir les retrouver, les dénoncer, etc. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus grave, qui est l'accusation d'assassinat, soit de chrétiens en général, soit plus particulièrement d'enfants. On a par exemple là-bas, sur un des écrans, une illustration d'une histoire très connue qui est celle de Simon de Trente. Alors racontez-nous là. Alors donc, c'est tout d'un coup à Trente, donc en Italie, dans le nord de l'Italie, qui est une cité importante où il y a une communauté juive.
il y a un enfant qui va disparaître, pardon, et donc presque automatiquement, puisqu'il y a un enfant qui a disparu, on va accuser les Juifs de l'avoir fait disparaître. Et s'ils l'ont fait disparaître, puisqu'on est un petit peu avant la fête de Pâques, c'est qu'ils avaient besoin, en fait, du sang pour fabriquer les matzot, pour fabriquer les pains azimes. Et là, c'est aussi quelque chose de très intéressant, un peu comme l'histoire du Saint des Saints, c'est-à-dire que comme on comprend pas ce qui se passe vraiment dans la religion juive, donc on inverse des choses. L'interdiction du sang est centrale dans le judaïsme. Oui. Mais on va, parce que c'est incompréhensible, cette histoire d'interdiction du sang, c'est un peu la manière des Juifs de cacher en réalité ce qu'ils font. Alors, c'est intéressant que vous dites cette inversion-là. Peut-être que... Est-ce qu'il y aurait un lien entre ces crimes rituels qui sont liés donc à des enfants chrétiens et au sang d'enfants chrétiens? Est-ce que ça pourrait être lié, on va dire, même à l'histoire du peuple juif pendant l'oppression égyptienne? Parce que pendant l'oppression égyptienne, à l'époque, on parlait aussi de Pharaon qui utilise les enfants juifs pour s'en servir comme ciment, et on parle des... Alors, est-ce qu'il y aurait eu peut-être une volonté d'inverser ça se trouve dans la littérature midrashique, et c'est un peu difficile d'imaginer que chez le petit peuple, parce qu'en général, ces accusations se développent chez le petit peuple. Le petit peuple et pas le clergé en général? Et une partie du clergé. Mais aussi, on voit que souvent, dans certains cas, par exemple, c'est l'une des premières accusations de crime rituel s'est passée en Angleterre, à Bristol, si je me rappelle bien. Et en fait, on s'est aperçu par la suite que ceux qui avaient propagé les bruits étaient des nobles qui devaient de l'argent aux Juifs, et c'était la manière, en quelque sorte, de supprimer les créanciers. Donc il y a aussi parfois des intérêts qui ne sont pas des intérêts théologiques. Et donc il y a des tensions, si vous voulez, qui existent dans cette société. Il y a de plus en plus de mal à concevoir une place pour les Juifs dans cette société très christianisée, qui est de moins en moins ouverte. Et donc une des conséquences de ça, c'est ce qui se passe dans ces accusations de crimes rituels. Maintenant, si je peux rajouter encore un élément qui me paraît intéressant, c'est que souvent pourquoi les accusations de crimes rituels sont liées à la fête de Pessah. Parce que Pâques chrétienne, c'est la seule fête qui est une fête liée au calendrier lunaire. Donc en général, Pâques chrétienne tombe en même temps que la Pâques juive. Or, pendant le Moyen-Âge, se développe de plus en plus l'idée de faire des représentations théâtrales de la Passion du Christ. Et donc les foules s'aperçoivent que les méchants, les assassins, c'est les Juifs, c'est Judas, etc. Et donc ils veulent faire passer leur émotion religieuse dans le concret, puisque les Juifs ont fait ça, eh bien on va aller se venger sur les Juifs qui sont à côté de nous. Et il y a beaucoup d'attaques contre les Juifs qui sont nés autour de ça. Mais je le répète, c'est orchestré tout de même par les dirigeants chrétiens, les dirigeants catholiques. Alors, c'est pas orchestré par le Vatican. C'est intéressant parce que la papauté à plusieurs reprises est intervenue pour essayer d'interdire même les crimes, enfin les accusations de crimes rituels, en disant, en allant même, il y a un pape, j'ai oublié quel était le nom de ce pape, mais qui va jusqu'à dire quelqu'un qui accuse les Juifs de crimes rituels, il risque d'être excommunié. Et c'est-à-dire que c'est pas qu'ils aiment les Juifs, mais ils se rendent compte que s'ils veulent garder le peuple juif, à la fois comme peuple témoin et comme espoir de la parousie du retour de Jésus, qui sera marqué justement par la conversion générale du reste de ce peuple juif, eh bien, il faut que les Juifs continuent à exister. Donc, il faut les humilier, mais il faut les garder. Il y a donc, une tension qui existe entre la haute direction, les dirigeants importants de l'Église, et puis les petits curés, ou un certain nombre de gens comme ça, qui au contraire, eux, vivent un petit peu de cet antisémitisme, parce que ça leur donne prise sur la foule.
Alors, plus près de nous, hein, on va s'approcher de l'époque moderne. Il y a une affaire qui est connue, c'est en Russie, l'affaire Baylis, qui est probablement le cas le plus connu de crime rituel. Racontez-nous dans quel contexte cette affaire intervient et comment elle s'est terminée. D'accord. Alors, on est en 1911 et il faut se rappeler que depuis la fin du 19e siècle, le régime des tsars se sert régulièrement de l'antisémitisme pour canaliser en quelque sorte les frustrations de la population. C'est-à-dire si la situation va mal, c'est la faute des Juifs, plutôt que celle du gouvernement. Ouais. Donc c'est d'où toute cette vague de pogroms qui a commencé déjà dans les années 1880, qui est d'ailleurs, il faut le rappeler quand même, à la base un petit peu du sionisme. Le sionisme moderne est né également par réaction de ça, d'un certain nombre de gens qui ont dit il y en a marre de passer d'un pays à l'autre à chaque fois d'être de nouveau poursuivi, accusé. Il faut rentrer chez nous, c'est le seul moyen d'arrêter l'antisémitisme. Mais donc le régime des tsars et surtout en général les gouverneurs locaux se servent de l'antisémitisme. Et il se trouve que donc à Kiev, en Ukraine, mais à l'époque l'Ukraine fait partie de l'Empire russe, eh bien il y a un enfant qui va disparaître et on va accuser... C'est toujours à la même période avant Pessah. Oui, et on va accuser donc Baylis, qui est un juif d'ailleurs pas très, j'allais dire pas très catholique, mais pas très... Plutôt assimilé, on va dire. Oui, je ne sais pas si on peut parler d'assimilation en Russie, mais qui est plutôt assez libéral dans sa manière de vivre le judaïsme. Et il semblerait que l'origine de cette accusation, ça soit parce qu'il travaillait dans une usine. Il était le gérant de cette usine et il y a eu un peu le même problème que Joseph et la femme de Poutifar, c'est-à-dire qu'il s'est fait draguer par la femme du propriétaire de l'usine, sauf que lui a cédé. Oui. Mais comme ça s'est mal passé, la femme va le dénoncer et contribuer donc à cette idée. Donc c'est pas seulement une histoire d'antisémitisme, c'est aussi une histoire de vengeance, etc. Et il va donc être emprisonné. Les autorités judiciaires russes vont commencer un procès en bonne et due forme, mais ça va créer une espèce de scandale, international, parce qu'à l'époque, donc on sait assez rapidement les choses, donc les journaux en parlent. Il y avait eu déjà, plusieurs dizaines d'années avant, l'affaire de Damas, où également les Juifs de Damas avaient été accusés d'avoir tué un prêtre chrétien. Ils avaient d'ailleurs été accusés par le consul de France, il faut quand même le rappeler. Ouais. Et donc, il y a eu un rejet global, en tout cas dans le monde occidental, disons dans le monde intellectuel occidental, de cette idée de crime rituel. Alors lorsqu'on voit le régime tsariste qui reprend ça à son compte, donc ça provoque un émoi, et donc ça va être un procès très médiatisé, voilà exactement, mais on peut le dire déjà pour l'époque, et finalement au bout de 2 ans, Baylis va être innocenté. Plus de 2 ans, ça a duré presque 2 ans et demi. Il y a un très beau film qui a été fait là-dessus, qui s'appelle L'homme de Kiev. Qui a été diffusé le soir de la mort de Georges Pompidou. Tous les jeunes de notre génération s'en rappellent. Et donc, à cause de ça, on n'a pas vu la fin du film, mais la semaine d'après, ils l'ont rediffusé. Et donc, c'est un très beau film parce qu'il explique justement comment... dans cette société qui est en train de devenir moderne, il reste des croyances moyenâgeuses, des croyances extrêmement bizarres, particulièrement autour des Juifs et de cet antisémitisme qui perdure. Alors justement, on voit ici derrière vous justement une affiche. C'est un journal yiddish ou oui, quoi, tout à fait, c'est un journal yiddish. Alors, et donc, on voit qu'il y a les occidentaux qui viennent essayer de protéger Baylis qui est en prison et ils sont repoussés, entre autres là c'est le tsar Nicolas qui les repousse pour essayer de garder la main mise. Baylis est bien, on le voit comme un véritable juif pratiquant.
pratiquant, il n'était pas peut-être vraiment. aussi Non, non. pratiquant. Encore que dans sa prison, il est redevenu pratiquant. Ah, Hein, c'est Minama Kim Kamatira ouais. Hachem. Il Alors- y a quelque chose qui se passe parce qu'effectivement, il va retourner vers le judaïsme quand il est emprisonné. Alors, je voulais. Vous êtes historien de la Shoah en particulier, parler de la Shoah. Est-ce que pendant la Shoah, eh bien, les nazis se sont aussi arrêtés sur ce type d'accusation Tout à fait. C'est repris, notamment par Der Strömer, donc le fameux journal nazi antisémite, et c'est un thème qui va revenir fréquemment. Les nazis n'ont pas inventé grand-chose. Ouais. Ce qui leur réussite tient au fait qu'ils ont donné une ampleur et une systématisation beaucoup plus importante à des phénomènes qui existaient précédemment. Et donc, c'est ce qu'ils font effectivement avec les crimes rituels. Et c'est une accusation de plus. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on accuse les Juifs aussi de vider l'Allemagne de son sang. Alors, c'est parce qu'ils escroquent l'Allemagne, c'est parce que c'est à cause d'eux qu'il y a eu la guerre mondiale et donc il y a eu des millions de morts, etc. Donc, il y a une espèce aussi de récupération du crime rituel de manière à la fois politique et globale. Alors, aujourd'hui, plus proche dans le temps, mais également dans la région, au niveau géographique, est-ce que l'on peut parler aussi d'accusations de crimes rituels dans le monde arabo-musulman qui nous entoure ? Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui pratiquement n'existait pas. Parce que quand un musulman a envie d'être antisémite, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit qu'il lise soit le Coran, soit les hadiths. Il y a suffisamment de matériel là-bas. Mais sous l'influence de l'Occident et d'un certain nombre de publications occidentales, c'est notamment les protocoles de Sion qui sont devenus un classique. Donc il y a effectivement des accusations contre les Juifs qui ont été reprises, notamment en Syrie et en Iran. Oui. Ça, c'est très caractéristique. Et ça montre à quel point ce type d'accusation qui est absolument sans fondement. Oui. Dans la plupart des cas, on a toujours réussi à montrer ce qui s'était passé finalement avec la soi-disant victime, etc. Mais ça reste quelque chose qui est une expression de la haine des Juifs et donc qui va trouver des gens pour faire circuler ces idées parce que peu importe finalement ce qu'on dit sur les Juifs, l'important c'est de dire quelque chose contre eux. Alors, il y a quelques jours, s'est déroulé à Jérusalem un forum international sur la lutte contre l'antisémitisme. Bien entendu, tout cela, c'est de l'antisémitisme à l'état pur. Et qu'est-ce que l'on peut faire face à ce type de rumeurs ? Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, ça circule encore, ce genre d'accusation, aujourd'hui peut-être dans les réseaux sociaux, dans des sites antisémites ? Tout à fait. Il y a Marc Nobel qui donc travaille au CRIF, a fait tout un rapport justement sur ça. Il y a une partie qui est consacrée aux reprises de ces accusations traditionnelles contre les Juifs. Ça fonctionne aussi beaucoup dans le cadre du complotisme. Oui. Hein, les théories. Les protocoles des sages de Sion, c'était déjà de la théorie du complot. Donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent et qui sont reprises effectivement dans les médias modernes, dans les différents réseaux. Ce qui est un problème aussi parce que ça permet de multiplier au centuple la diffusion de ce type de choses. Le problème, à mon avis, avait été très bien posé par les pères du sionisme, puisque eux, en réaction à l'antisémitisme, avaient dit la seule manière de faire disparaître l'antisémitisme, c'est de normaliser le peuple juif. Si on devient un peuple juif comme les autres, comme les autres, donc il n'y aura plus de problème. Ils avaient raison sur le fond, mais l'histoire a prouvé qu'il n'y a aucune possibilité de transformer le peuple juif en un peuple comme les autres. Donc tant que le peuple juif continue à être un peuple à part, à la fois, en général dans le bien d'ailleurs, parfois malheureusement pas toujours non plus dans le bien, eh bien il est automatiquement vu comme quelque chose d'étrange et la réaction est à ce moment-là de récupérer toute cette masse d'informations antisémites et puis de dire finalement si on en parle, il doit y avoir quand même quelque chose de vrai là-dedans.
Eh bien, on a beaucoup parlé donc de ces crimes rituels, de l'antisémitisme, de la source de l'antisémitisme. C'est aussi, on en a parlé dans la soirée du Seder, puisque on parle de Lavan, de Lavan à Arami, qui était probablement le premier antisémite avec un stempel, avec un tampon véritable d'antisémite notoire. Je le disais, est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre cela ou finalement ça fait partie de... Moi je pense que le moyen c'est d'être le plus exemplaire possible en sachant que c'est une très lourde charge qu'on a reçue au Mont Sinaï, mais voilà, on a l'obligation de la continuer, mais en sachant aussi que c'est un défi à la société mondiale tellement grande de dire il y a une manière morale de se comporter dans le monde, et justement nous on a un certain nombre de choses à vous dire et c'est insupportable pour un certain nombre de gens, donc je pense qu'il y a de forts risques pour que l'antisémitisme continue. Merci beaucoup, docteur Alain Michel. Je rappelle, historien en particulier de la Shoah au mémorial du Yad Vashem, où on peut le rappeler, vous organisez toujours vos visites. Un séminaire de séminaire de visite guidé au mémorial du Yad Vashem. Il faut le rappeler, puisqu'on nous approchons également du Yom HaShoah, de la journée de la Shoah dans quelques jours, tout de suite après la fête de Pessah. Merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, bonne fête de Pessah. Vadim les Simcha et à bientôt. Au revoir.